Vous savez que dans la lecture géopolitique du terrorisme, il y a plusieurs niveaux de lecture. Bien que ces lectures sont mutuellement dépendantes les unes des autres, il y a plusieurs degrés de lecture. Vous savez, il y a le premier degré général, il y a le cadre global du terrorisme. Nous avons suffisamment expliqué ça chez Afrique Média. Il y a les changements géopolitiques à l'échelle du monde, organisés et pilotés par les Américains, qui doivent à tout prix asseoir leur suprématie universelle. Et pour le faire, ayant constaté une évolution des rapports de force qui était préjudiciable à leurs intérêts, en particulier la montée de la Chine et puis le retour en puissance de la Russie, les Américains ont entrepris de changer l'ordre du monde. Ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient, par exemple, avec Bush, avec les guerres en Irak, la guerre préventive, n'est-ce pas? Et ce bouleversement géopolitique opéré par les Américains entraîne aussi d'autres puissances du monde à entrer dans cette course-là pour ne pas être les victimes du projet américain. Ça, c'est le cadre global. Et nous avons appelé ça ici la géopolitique de chaos, qui consiste à généraliser la violence sur la planète pour après venir jouer les gendarmes en fonction des intérêts des États-Unis. Ça, c'est le cadre global. Dans ce cadre-là, vous avez ce qu'on appelle un deuxième niveau, qui fait que cette politique-là peut, à un moment donné, faire qu'il y a des guerres entre les pays occidentaux, ou bien les pays qui sont protagonistes à fond de cette géopolitique, particulièrement on l'a vu en Syrie, ou les groupes terroristes, ou bien les groupes, ce qu'on appelle l'opposition au régime de Bachar al-Assad, qui sont en réalité les groupes terroristes financés par l'Occident. À un moment donné, les clivages au sein des Occidentaux débouchent sur le fait qu'il peut y avoir des frictions entre ces groupes-là et certains de leurs tuteurs. Vous savez que les attentats qu'il y a eu à Paris ont amené la France à revoir sa politique vis-à-vis de ces groupes-là. Et la France a déclaré qu'elle est en guerre contre l'État islamique. En guerre contre l'État islamique. Et elle a entrepris donc des frappes contre cet État-là et tout. Et ces groupes-là peuvent s'organiser pour réagir. Et ils ne vont pas réagir là où on les attend. Ils peuvent frapper. D'ailleurs, ils l'ont dit à l'époque, lorsque Paris a déclaré la guerre à ce groupe-là, ils ont dit carrément qu'ils vont frapper les intérêts français partout. Partout. En termes de riposte. Ils l'ont dit. Donc, à ce niveau-là, l'analyse de Glaser peut être un indicateur, peut nous indiquer une piste pour mieux comprendre les enjeux de cette attaque de grand bassin. Alors, cela étant, nous savons aujourd'hui de façon pertinente que les services secrets sont au courant de certains attentats et qu'ils laissent faire. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire a dit qu'ils étaient au courant de cet attentat. Il a dit qu'ils étaient au courant de l'attentat. C'est surprenant. Est-ce qu'il n'est pas dangereux, justement, ils ne sont pas dangereux de tels propos? Après... Non, c'est pas. Nous, on fait le constat, nous, l'analyse. C'est ce qu'il dit. Il est ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il était au courant. Peut-être où ils ne savent pas. Voilà, il était au courant. Et comment peut-être être au courant et on laisse faire? Pour ça, je suis en train de dire que c'est pas surprenant. Il y a beaucoup d'attentats aujourd'hui dans le monde. On sait que les services secrets sont au courant. On sait même qu'il y a une implication active de certains services secrets dans les attentats. On sait ça aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer que la plupart des chefs terroristes, quand vous lisez certains journaux étrangers, occidentaux, on fait carrément leur promotion dans ces journaux-là. On vous dit que c'est un chef terroriste, il dirige le leader de l'État islamique à un moment donné. Sa photo était à la une des journaux français. On faisait carrément sa promotion. Pourquoi on connaît jusqu'aux endroits où il réside? On raconte sa vie, on raconte son parcours. On vous dit que non, par exemple, l'État islamique, voilà la fortune de l'État islamique, voilà son niveau d'armement, voilà comment est-ce qu'il repère. Mais on ne fait rien pour l'arrêter. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il devient dangereux le jour où il frappe, là où on n'a pas ordonné qu'il frappe. Comme par exemple, lorsqu'ils ont frappé à Paris. Ils sont devenus dangereux. Donc ce sont des indicateurs d'analyse qui doivent nous faire comprendre à bien comprendre dans quoi est-ce qu'on se trouve. C'est pour ça qu'il faut apprendre à la légère l'analyse de mon ami Simon. Dans le contexte ivoirien, ça résonne d'une certaine façon. Lorsqu'on nous dit qu'on était au courant de l'attentat et qu'on a laissé faire. Et deuxième chose, dès que l'attentat a lieu, avant la télévision ivoirienne, c'est les médias français qui annoncent l'attentat. Quelques minutes comme ça. Et moi, ça me rappelle ce qui s'est passé au Cameroun, au début de Boko Haram. Le jour où on a enlevé cette fameuse famille, Moulin Fournier, mais quelques secondes après son enlèvement, RFI nous annonçait déjà qu'ils avaient été enlevés. Je dis quelques secondes. C'est eux qui ont informé
le gouverneur de la région du Nord. À l'époque. Donc là, dès que l'attentat a eu lieu, quelques minutes après l'attentat, c'est les médias occidentaux qui nous informaient que, voilà... Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette réactivité? Ah écoutez, si on est réactif pour avoir l'information, ça peut supposer rapidement qu'on peut aussi, cette réactivité suppose qu'on soit au courant de certaines choses. Qu'on soit au courant de certaines choses. Donc il y a cet ensemble de choses qu'il faut s'en réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit que l'analyse de mon ami Simon, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il y a un contexte aujourd'hui géopolitique dans le précaré qui peut qui a intérêt à ce qu'un tel événement arrive afin que les liens historiques soient consolidés. Vous avez vu la solidarité avec laquelle la solidarité qui était subitement mobilisée autour de la Côte d'Ivoire, africaine, française. Et vous avez entendu les propos qui ont été dits. On dit que normalement la France se tient aux côtés des Africains. Qu'est-ce qu'on dit? Se tient aux côtés des Africains. C'est-à-dire qu'on est à nos côtés quand nous sommes frappés par le terrorisme. Mais pourtant, le même pays qui dit qu'il est aux côtés des Africains est un acteur majeur dans les drames les plus graves qui frappent le continent. C'est une contradiction terrible. En même temps, vous êtes le meurtrier, en même temps, vous êtes le consolateur. Ça devient très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, il y a cet ensemble de choses-là qui nous amènent à comprendre que vraiment, il ne faut pas seulement s'en tenir au discours officiel sur le terrorisme, il faut creuser. Et il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent qu'on va revenir sur le cas libyen. D'accord. Quand on a voulu attaquer la Libye, les chefs d'État africains ont dit à quoi ça va aboutir. Mais on leur a dit, taisez-vous. C'est même ce qu'on vise. Donc, tous ces éléments-là aujourd'hui nous amènent à comprendre que vraiment, une fois de plus, il ne faut pas se prêter, il ne faut pas répéter comme les perroquets le discours officiel qui analyse le terrorisme. D'accord.